Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Choisir avec soin, ça vous dit quelque chose? Commençons avec un cas. Vous êtes en sans rendez-vous en fin de journée et après avoir vu 3 entorses lombaires, 2 cas de santé mentale et 5 enfants avec des rhumes, vous en arrivez à votre dernier patient. Un monsieur de 50 ans avec le nez qui coule. L'infirmier du triage vous dit qu'il veut des antibiotiques. Vous soupirez, ajustez votre masque, lavez votre stéthoscope, vos mains et cognez à la porte. Des antibiotiques de trop, des prises de sang de trop, des dépistages de trop, ça finit plus. Pour faire le tour avec moi, j'ai l'honneur d'être accompagnée par nul autre que la médecin co-responsable des soins primaires pour Choisir avec Soin Canada, diplômée en Evidence-Based Healthcare, membre du groupe Études canadien sur les soins de santé préventifs, médecin de famille à Gatineau et directrice du Centre de pédagogie au campus Outaouais de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de McGill, Dr. Guylaine Thériault. Bonjour! Bonjour Emma, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Avant qu'on commence, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer? À part ceux que tu as nommés, qui sont plus des conflits d'intérêts d'ordre intellectuel, j'ai pas de conflit d'intérêts d'ordre financier. Moi non plus, j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. C'était une introduction, j'aurais pu peut-être choisir avec soin un petit peu plus, mais je trouvais que c'était tout pertinent, alors je les ai gardés. Et c'est un peu ça, choisir avec soin. C'est quoi choisir avec soin? Mais en fait, Choisir avec soin, c'est Choisir avec soin Canada, c'est le porte-parole national pour la réduction des examens et des traitements inutiles en santé. Donc, c'est vraiment la mission que Choisir avec soin s'est donnée au Canada. Et vous êtes probablement au courant, mais Choisir avec soin a des listes de recommandations. Alors ça, c'était la base, le début. C'est comme ça que ça a commencé, Choisir avec soin, en demandant à des sociétés de différentes spécialités de fournir des recommandations de tests diagnostiques ou de traitements à moins faire ou à ne pas faire. Mais depuis quelques années, Choisir avec soin Canada est très intéressé aussi par l'implémentation de ces recommandations-là. Donc, a travaillé aussi à organiser différentes campagnes. On peut penser à la campagne sur l'utilisation judicieuse des antibiotiques, donc ce qui va très bien avec le cas dont tu parlais au tout début. La campagne Transfuser avec soin. Il y a aussi une campagne pour devenir un hôpital Choisir avec soin, donc une accréditation spécifique. Et je dirais qu'il y a aussi, pour tous les étudiants en médecine, c'est pas une campagne celle-là, mais c'est un regroupement pour susciter leur intérêt envers la campagne de Choisir avec soin. Et tout récemment, on a Choisir avec soin Québec qui vient de se joindre à la grande famille de Choisir avec soin Canada. C'est super. J'étais très impressionnée, en fait, de voir dans les recommandations, il y a des recommandations spécifiquement pour les étudiants et pour les résidents. Effectivement, les espoirs ou les stars, qu'on appelle en anglais, qui sont des étudiants qui proviennent de beaucoup d'universités au Canada, ont eux-mêmes fait leurs propres recommandations. Donc, on peut voir des recommandations comme être capable de questionner une conduite, d'amener une question vis-à-vis une conduite, par exemple, quand on a un patient hospitalisé ou un patient au bureau. Comme résidente et comme étudiante, j'ai vécu quand même souvent la situation où est-ce que moi, je voulais faire un test, puis un patron a dit, bien, est-ce que ça change les soins pour le patient? Ou à l'inverse, un patron qui voulait faire quelque chose et que moi, j'ai posé la question, est-ce que ça change le management? Puis la réponse était non. Et c'est quand même efficace quand un étudiant soulève cette question-là. Puis la plupart du temps, c'est apprécié des patrons. Oui, je pense que c'est ça. En fait, la base, c'est la conversation.
hein, que ce soit entre le clinicien et son patient, mais aussi entre l'étudiant, le résident et son patron. Je pense que l'important, c'est cette conversation-là. Et des fois, bien, tu sais, on est des humains, on a des réflexes, on a des choses qu'on fait par habitude. Et puis, ça m'est même arrivé, moi, tu sais, d'avoir des étudiants, des résidents, quand je fais de la supervision, qui me disent justement, mais est-ce que c'est utile, ça? Puis là, tu te dis, mais attends, je vais réfléchir à ça. Puis on trouve des informations très intéressantes là, pour s'occuper du patient de la meilleure façon, en fait. Là. Choisir avec soin, c'est discussion. Mais dès le départ, c'était ça le but. C'était de permettre une discussion. Donc, tu sais, de prendre la recommandation et de s'en inspirer pour avoir une discussion avec notre patient. Jamais choisir avec soin n'a eu comme but de rationaliser les coûts ou de diminuer les coûts. C'est vraiment pas ça. C'est de stimuler cette conversation-là entre le médecin puis son patient. Puis de toute façon, quand on parle de rationalisation des coûts, ça, c'est pas un argument qui plaît aux cliniciens, aux patients. Les gens ne sont pas intéressés. Mais ce ne devrait pas être un argument. En fait, l'argument devrait être plutôt... Est-ce que le soin, soit le traitement ou le test diagnostique qu'on vous propose, est-ce qu'il va ajouter de la valeur pour vous? Est-ce qu'il va changer quelque chose dans votre qualité de vie, dans la durée de vos symptômes? C'est ça, c'est vraiment ça qu'on devrait regarder. Parce que si je vous dis, ben ouais, on va faire un rayon X au cas où, mais au cas où de quoi? Si c'est pour changer votre issue clinique ou avoir le potentiel de la changer, ça vaut la peine. Mais si ça ne change pas votre issue clinique, alors pourquoi on va prendre son temps pour aller là, pour ne pas en tirer de bénéfices, en fait? Puis, est-ce qu'on est bon pour avoir ces discussions-là avec nos patients? Faudrait définir on. Les cliniciens, mettons en première ligne. Oui. Bien, je pense qu'on est outillés pour le faire. Est-ce qu'on est bon, puis est-ce qu'on prend le temps? Ça serait à voir. Est-ce qu'on pense qu'on n'a pas les outils? Souvent, quand je donne des formations sur le sujet, je me rends compte que les cliniciens pensent ne pas avoir les outils pour avoir ces discussions-là, mais en fait, ils les ont. Parce que c'est une conversation normale, en fait, où on une conversation d'échange. Alors, souvent, ils sortent de la formation en se disant « Ah, OK, bon, maintenant, je suis capable de faire ça. » Ils pensent que c'est plus compliqué que ça l'est, en fait. Je serais peut-être un petit peu en désaccord parce que je trouve que parfois, la notion de risque, c'est tellement complexe à comprendre pour le patient et souvent pour les cliniciens. Je trouve qu'il y a des outils comme le Canadian Task Force qui nous aident avec leurs outils de décision clinique. Ça nous aide beaucoup, ça, à prendre des décisions puis à en discuter. En fait, il y a tout le concept de décision partagée qui, oui, je pense, est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut essayer, il faut se pratiquer, il faut pouvoir expérimenter avec ça. Ce que je parlais plus tôt, c'était plus d'avoir une conversation avec son patient sur l'utilité ou non d'un test. On n'a pas des chiffres pour toutes les actions qu'on pourrait ou ne pas faire ou ne pas faire. Mais effectivement, il y a des outils de décision partagée qui sont très utiles parce qu'on voit que autant les patients que les médecins ont de la difficulté à bien comprendre les chiffres. Hein? Quand on parle, par exemple, de risque relatif versus risque absolu, c'est pas nécessairement clair pour tous les cliniciens et encore moins pour les patients. Et ce que font ces outils-là, c'est qu'ils vous donnent en fait des données en risque absolu puis en nombre naturel, ce qui est la façon la plus facile de comprendre l'information. Je suis entièrement d'accord, puis je dirais que lorsqu'on fait la lecture critique de nos études, une des choses qu'on devrait demander comme clinicien qui lit un article, c'est d'avoir des chiffres en absolu et c'est souvent manquant. Oui, tout à fait. Si vous avez seulement des chiffres en risque relatif, au moins, si vous pouvez avoir le niveau de base, bien là, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le calculer. Mais quand vous n'avez même pas le risque de base, bien là, ça devient impossible d'avoir une conversation intelligente et vraiment basée sur quelque chose qui est compréhensible pour le patient et le clinicien. Donc, on parle des outils qui aident à faire la décision partagée. Est-ce que choisir avec soin aide les médecins à avoir ces discussions-là avec leurs patients? Bien, on a quand même des données assez récentes là, de 2019 qui nous montrent que les cliniciens se sentent quand même à l'aise de discuter des recommandations de choisir avec soin pour la plupart d'entre elles. Lorsqu'ils les connaissent.
Oui, lorsqu'ils les connaissent. Parce qu'effectivement, on a des données qui nous démontrent qu'un pourcentage assez élevé des cliniciens ne connaissent pas les recommandations qui s'appliquent même à leur propre spécialité. Je vais plaider coupable parce que avant de faire cet enregistrement, je connaissais l'existence de Choisir avec soin. J'étais une fan de la notion qu'il faut discuter avec des patients, qu'il faut réfléchir, mais je ne connaissais pas les recommandations spécifiques à la médecine familiale. Maintenant, je les connais par cœur, mais c'était des choses qu'on faisait déjà, qu'on se fait enseigner quand même dans la résidence. C'est sûr qu'en médecine familiale, il y en a plus que 5 recommandations et il y en a aussi qui sont dans les autres spécialités qu'on peut aller chercher qui s'appliquent à nous. Donc, c'est beaucoup plus que dans certaines spécialités pointues, en fait. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire un tour quand même et de les regarder, ces recommandations, et de voir si ça cadre avec votre enseignement puis vos pratiques. Pour ceux qui pourraient se dire ça prend du temps à avoir des conversations avec les patients, oui, mais c'est tellement valorisant et ça sauve du temps à long terme. Hein. Les patients sont plus comprennent plus la conduite et n'ont pas à revenir souvent pour le même problème de santé. Ça sauve du temps, puis une des choses qui est intéressante dans les études qu'on lit sur, exemple, les antibiotiques, spécifiquement les antibiotiques. On pense que tous les patients qui ont un rhume veulent des antibiotiques. C'est pas nécessairement vrai, mais une des choses qui fait en sorte que quelqu'un veut un antibiotique, c'est s'il y en a déjà eu dans le passé. Alors, si vous prenez le temps la première fois, bien, ça va payer pour la deuxième, troisième, quatrième fois. Je vous donne raison sur ce point-là. Effectivement, ce qu'on voit, et ça, on a quand même des données à l'appui, c'est que les patients ne sont pas à la recherche d'antibiotiques. Puis là, tout le monde est en train de dire « Non, 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 c'est pas vrai, moi, mes patients, c'est ça qu'ils veulent. » Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas vraiment le désir de patient d'avoir des antibiotiques qui fait qu'on donne des antibiotiques, mais c'est notre perception du désir du patient d'avoir des antibiotiques. Donc, ça, c'est vraiment lié à la prescription d'antibiotiques. Donc, on croit que si le patient consulte, c'est parce qu'il désire des antibiotiques, mais en fait, on n'a pas cette conversation-là. Et quand on a cette conversation-là, on se rend compte que le patient veut avoir un diagnostic, savoir qu'est-ce qui ne va pas, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour aller mieux. Et j'ajouterais savoir aussi c'est quoi sa porte de sortie si ça va pas, si ça va moins bien. Donc, vraiment, quand on a cette conversation-là et qu'on donne ces informations-là, on voit que la satisfaction des patients est excellente, en fait. Même Cochrane avait fait une revue systématique et avait regardé si on n'a pas d'antibiotique quand on part du bureau, si on a un antibiotique à retardement ou si on part avec un antibiotique. Puis, il n'y avait pas de différence dans la satisfaction des patients. Donc, ça se passe vraiment dans la conversation là, entre le clinicien et son patient. Mais là, Dr Thériault, ça prend du temps, là, parler de tout ça. Bien, c'est la perception qu'on a, en tout cas. T'sais, on avait ce mythe-là que les patients voulaient des antibiotiques, mais on a aussi ce mythe-là que ça prend plus de temps, hein, parler du fait qu'on n'a pas besoin d'antibiotiques. Mais quand on regarde, il y a des données qui nous démontrent que c'est peut-être, oui, un petit peu plus long. On parle de peut-être 1 minute de plus long. Mais avec l'intervalle de confiance, il n'y aurait pas vraiment, statistiquement, là, une grande différence dans le temps que ça nous prend. Donc là, si on coupe le fait que ça ne nous prend pas vraiment plus de temps, que les patients ne sont pas nécessairement plus satisfaits, bien là, je me demande vraiment pourquoi on continue de prescrire des antibiotiques quand ils ne sont pas indiqués. J'aimais beaucoup votre exemple de monsieur qui voulait un rayon X. Oui, ça, je la raconte souvent parce que je suis incapable d'inventer quelque chose comme ça. Là. Ça m'est vraiment arrivé, puis ça illustre bien le point, je pense. Donc, j'ai ce patient-là qui vient me voir un jour parce qu'il a mal au dos. Il a fait un effort le week-end passé, puis ça lui fait mal dans le bas du dos. Je l'examine, tout ça, je pense que c'est simplement une entorse lombaire. Et puis, il me dit, mais je veux un rayon X. Alors là, j'avais 2 choix. J'aurais pu dire, bien là, non, vous n'avez pas besoin. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, mais pourquoi vous pensez avoir besoin d'un rayon X? Puis il m'a dit, ben c'est pas compliqué, c'est comme ça que tu vas savoir ce que j'ai. Puis je lui ai expliqué que tout l'examen que j'avais fait, les questions que j'avais posées, c'est ça qui me permettait de savoir qu'est-ce qu'il y avait, puis que j'avais une bonne idée de qu'est-ce qu'il y avait. Puis il m'a dit, je veux un rayon X, quand même. Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, j'aurais pu dire, ah ben là, tu sais, mais là, j'ai dit, mais pourquoi vous pensez encore que vous avez besoin d'un rayon X? Il dit, ben c'est la seule façon que tu vas savoir comment me traiter.
Ben, j'ai dit, j'ai une bonne idée, puis voici les différents traitements pour ce genre de problème-là, tout ça. Mais à la fin de la conversation, ce qui était vraiment spécial pour moi, c'est que le patient m'a dit, en tout cas, docteur Thériault, je ne sais pas pourquoi vous voulez que j'aille un rayon X, mais moi, je pense que j'en ai pas besoin. J'adore. Puis je trouve que ce qui est super dans ce cas-là, c'est de dire pourquoi. Oui, moi, en tout cas, ça me sert très bien, cette façon de faire-là. Puis, dans le fond, les patients ont leurs croyances, leurs connaissances, tout ça. C'est juste, nous, on est là pour les guider là-dedans à travers ce qu'ils connaissent déjà. Donc, on a parlé de recommandations en médecine familiale, dont le ne pas faire un rayon X s'il n'y a pas de drapeau rouge pour les maux de dos, dont ne pas prescrire les antibiotiques pour les IVRS. Comment, justement, est-ce que Choisir avec soin choisit ces recommandations? Vraiment, la façon de faire, c'est d'aller solliciter des sociétés savantes, qu'on pourrait dire, comme par exemple les cardiologues, les orthopédistes, les infirmières praticiennes, et de leur demander de trouver, au départ, c'était les 5 recommandations de tests ou de traitements qui devraient ne pas être utilisés ou être moins utilisés. C'était les 5 don't do list. C'est ça. Vous qui êtes une fan du evidence-based medicine, trouvez-vous que de juste choisir ces recommandations parmi les sociétés savantes, que c'est rigoureux? Bien, en fait, si on regarde, puis ça a été fait par des auteurs là, encore assez récemment, là, dans les 5 dernières années, où ils ont regardé la base factuelle des recommandations, on se rend compte qu'il y a vraiment une bonne base dans à peu près une recommandation sur 3, à peu près. Mais il faut croire au fait que, puis moi, je suis vraiment EBM. J'aime vraiment que les choses soient basées sur des faits, des données. Mais en même temps, je vois tout le potentiel d'activer les médecins à proposer des choses. Puis si on met trop de barrières, bien, on va tuer dans l'œuf cet intérêt-là. Donc, c'est un processus en développement. C'est comme ça que je le vois. Le evidence-based medicine a des limites. Il y a des choses pour lesquelles on n'a juste pas d'evidence-based. Puis beaucoup de nos pratiques sont sur opinion d'experts, mais parfois, c'est tout ce qu'on a. Mais c'est une forme de données probantes. Le fait de savoir qu'il n'y a pas de données probantes vraiment de haut niveau, mais de savoir qu'on se base sur une opinion d'expert, déjà, quand on le sait, on peut moduler un peu la façon dont on utilise la recommandation. Une des recommandations qui a des données fortes, c'est cette question d'antibiotiques. Puis j'aimerais juste y revenir rapidement. C'est quand même gros, là, 30% des prescriptions d'antibiotiques en première ligne pour des IVRS. Ça inclut, quand je dis IVRS, j'inclus tout ce qui est otite, sinusite, bronchite virale, et on a des bonnes données pour ça. Ça peut avoir l'air banal, peut-être, pour certains médecins, mais c'est un fléau qui va nous rattraper, là. C'est toute cette résistance aux antibiotiques. En fait, et là, je ne sais pas les données par cœur, mais je pense que c'est d'ici une 50aine d'années, on pense que la mortalité due aux infections qui vont être résistantes à des antibiotiques, si on ne fait rien en ce moment, va être supérieure à la mortalité par cancer. Donc, pour revenir à notre monsieur, l'infirmier pensait qu'il voulait des antibiotiques, qu'est-ce qu'on va dire à ce monsieur-là? On va premièrement écouter ses symptômes, comprendre quel impact ces symptômes ont sur ses activités quotidiennes et puis examiner ce qui doit être examiné. Puis par la suite, moi souvent, je vais leur dire, bien, écoutez, ça m'apparaît être viral. Est-ce que vous aviez quelque chose en tête sur ce qu'on pouvait faire aujourd'hui pour vous aider? Et ça part toute une conversation parce que c'est très rare que les gens vont me dire « Oui, je pensais que vous me donneriez des antibiotiques. » Ça va être plus comme « Ah, OK, bien, ça me rassure de savoir que c'est ça. » ou « Mais j'ai vraiment trop de misère avec mon nez congestionné. Qu'est-ce que je pourrais faire? » ou toutes sortes de questions comme ça, là. Puis on a quand même des données qui disent que c'est quand même une minorité des patients qui veulent des antibiotiques. C'est autour de 35%. Puis c'est aussi en diminution. Oui, en fait, les données qu'on a là-dessus, ça date de plusieurs années,
Mais quand cette étude-là avait été faite, on partait de 2 tiers des patients quelques années avant. On était rendu à 1 tiers des patients et ça fait déjà plus qu'une décennie là, que cette étude-là a été faite et on voyait une tendance là, vers la diminution. Lorsqu'on regarde les études, celui qui génère le plus d'antibiotiques de façon non nécessaire, c'est quand même intéressant comment ils regardent c'est quoi un antibiotique non nécessaire. Moi, je trouve que le devis est intéressant parce que ça dépend de c'est quoi la maladie. Pour certaines maladies, on utilise une prévalence de base. Ils ont fait des études où est-ce qu'ils sont allés chercher ils ont cherché dans le tympan, puis ils ont fait regarder, ça c'était la proportion de réelles bactéries, puis ça c'est la proportion qui utilisent des antibiotiques. Ils ont fait d'autres devis où ils regardaient à des endroits où est-ce que le taux de prescription est moindre. Et il y a il y a autant d'effets adverses, c'est-à-dire par exemple, sinusite, la complication bactérienne peut être la mastoïdite. Bien, dans les endroits où on prescrit moins d'antibiotiques, par exemple aux Pays-Bas, il n'y a pas plus de mastoïdite. Donc, on peut comparer à ces places-là et dire, OK, bien ça, c'est le surplus. Dans mes recherches, j'ai trouvé une étude où on avait même été jusqu'à confirmer l'origine infectieuse, par exemple des otites avec des ponctions transtympaniques. Je ne m'attendais pas à trouver ça, mais quand ils ont confirmé l'origine, on voyait dans la population qu'ils ont étudiée qu'il y avait 27 % des cas qui étaient d'origine bactérienne, mais 57 % de ces personnes-là, des personnes dans l'étude, avaient reçu des antibiotiques. Donc, c'est 30 % de trop. C'est quand même énorme. C'est énorme. Puis dans les sinusites, c'est énorme aussi. C'est au-delà de 30 %. Puis c'est la condition pour laquelle on prescrit trop d'antibiotiques comparé à toutes les autres conditions. Et je voulais juste réitérer un aide décisionnel qu'on a, c'est INESS. INESS, c'est intéressant parce qu'il résume le Cochrane. Il dit, quand tu fais un number needed to treat avec des antibiotiques, c'est relativement élevé, puis le number needed to harm est relativement basse. Donc, il faut vraiment juger. Oui, puis juste pour répéter, juste au cas que les gens n'auraient pas tout à fait saisi, c'est que le numbers needed to treat, c'est combien de personnes je dois traiter pour qu'une personne en bénéficie. Donc, si ce chiffre-là est beaucoup plus élevé que celui, le NNH, le numbers needed to harm, ça veut dire que je devais traiter, mettons, 10 personnes, puis il y en a 2 qui vont avoir des effets secondaires, puis moins qu'un qui peut avoir un bénéfice, ça ne fonctionne pas, là. Tout ça pour dire qu'on s'améliore quand même. On en prescrit moins d'antibiotiques. Les patients en veulent moins. Je pense qu'il y a une sensibilisation auprès de la population qui se fait. Et choisir avec soin, c'est pour ça aussi. On peut dire à nos patients, regardez les recommandations, oser poser la question, pourquoi on fait ce test? Est-ce vraiment nécessaire? Moi, par exemple, j'ai des posters dans la salle d'attente, dans mon bureau, qui laissent penser que peut-être on devrait en faire moins, hein, que les antibiotiques ne sont pas nécessaires, etc. Donc ça peut faciliter une conversation aussi. Mais si vous allez voir sur la page web de la campagne pour une utilisation judicieuse des antibiotiques, vous allez trouver aussi 2 autres outils, dont la prescription virale. Est-ce que tu as déjà utilisé la prescription virale? En fait, je ne l'ai pas utilisé, celui de choisir avec soin, mais moi, je le faisais quelque chose de très similaire dans mon DME. Je tape tout le temps mes instructions à la main, puis j'imprime, je donne à mes patients. Mais c'est plus chic, celui de choisir avec soin. Vous avez tous les conseils, là. Vous pouvez cocher en haut le diagnostic que vous avez, donc pharyngite, bronchite, et puis ça donne les conseils aux patients. Vous pouvez même en rajouter. Vous pouvez cocher ce que vous lui conseillez, que ce soit du Tylenol ou de l'Advil ou une solution saline pour le nez. Puis vous pouvez en rajouter aussi. Et ça donne, comme je disais au début, un plan. Alors, si ça ne va pas mieux ou si tel symptôme persiste ou s'aggrave, vous revenez dans tant de temps. Je pense que ça aide les médecins aussi qui ont l'impression de faire quelque chose. Hein, ils remettent quelque chose aux patients. Puis, je pense que les patients sont très intéressés aussi. En tout cas, moi, j'ai jamais eu un patient qui m'a dit « je n'ai pas besoin ». Ils sont tous partis avec la prescription. C'est une tendance qui est extrêmement importante, c'est-à-dire de donner des prescriptions en papier non pharmacologiques. Je trouve qu'une des choses qui est important là-dedans, dans votre trousse à vous, c'est que ça dit le diagnostic aussi. Et ça, c'est important pour les patients.
Alors, l'avenir pour choisir avec soin, c'est justement d'implémenter leurs recommandations. Tout à fait. Donc, pour Choisir avec soin Canada, on a des grands projets nationaux d'implémentation. Donc, le premier qui est en cours en ce moment, c'est la campagne Transfuser avec soin. En fait, de transfuser seulement quand il y a un certain niveau d'hémoglobine, hein, pas en haut, et une seule transfusion à la fois. Donc, ce sont les deux grands objectifs de cette campagne-là. Il y a de plus en plus, je pense qu'on est rendu à plus de 100 hôpitaux, là, peut-être même plus maintenant, qui sont intéressés et qui vont mettre en pratique là, les recommandations de Choisir avec soin. La deuxième campagne sur laquelle on travaille en ce moment, qui va être pan-canadienne, c'est pour les antibiotiques. C'est juste un petit peu plus compliqué parce que là, c'est pas nécessairement dans les hôpitaux, mais c'est dans chaque clinique médicale. Donc, c'est un peu plus complexe. Quelque chose qui va sortir très bientôt pour les médecins qui sont intéressés. Le Collège québécois des médecins de famille va mettre en ligne des outils justement pour faire de l'évaluation de la qualité de l'acte sur les recommandations d'une utilisation judicieuse des antibiotiques. Ça va être des outils web faciles à faire, pas compliqués, qui vont vous demander de regarder dans vos dossiers c'est quoi votre pratique actuelle, vont vous présenter la recommandation puis vous demander de voir qu'est-ce qui se passe après que vous soyez au courant de la recommandation. Si jamais il y a un résident qui nous écoute qui manque d'inspiration pour son projet d'érudition, je trouve que c'est un champ très fertile. Puis, ce qui est bien, c'est que sur le site de Choisir avec soin Canada, il y a tout un toolkit existant, comment faire une évaluation de qualité de l'acte, par exemple, avec la prescription virale, à évaluer à quel point les antibiotiques sont prescrits. Puis, ça décrit tout, c'est quoi le outcome, c'est quoi les process measures, comment on peut faire, puis des exemples où ça a déjà été fait puis ça a bien été. Oui, puis je vous dirais que si vous allez explorer le site, vous allez voir qu'il y a des boîtes à outils, là, pas seulement sur les antibiotiques, mais sur les IPP, par exemple, les antipsychotiques, les benzodiazépines, etc., etc. C'est un super outil pour les cliniciens. C'est effectivement le but des outils qui vont être en ligne au Collège québécois des médecins de famille. C'est vraiment pour pouvoir outiller les médecins à mettre en pratique la boîte à outils, là, avoir un endroit, une plateforme sur laquelle ils peuvent entrer leurs données pour demander des crédits de formation. C'est important lorsqu'on va faire des études d'évaluation de qualité de l'acte ou même des études, parce qu'il y a une possibilité d'aller faire des études en première ligne, en médecine familiale avec nos DME, mais on a besoin d'indicateurs. Un des problèmes qu'on a avec Choosing Wisely, c'est que c'est difficile de documenter. On n'a pas de code pour dire on a discuté de ça. J'irais même plus loin. Je veux dire, OK, on ne peut pas le documenter, mais j'irais même plus loin, c'est que ici au Québec, on n'a pas ça, mais dans d'autres provinces, ils doivent avoir, par exemple, un certain nombre de patients qui ont eu leur mammographie, un certain nombre de patients qui ont eu tel dépistage, etc. Et ce que plusieurs écrivent, dont James McCormack de BC et d'autres là, comme James Dickinson, et on a écrit des articles là-dedans dans la série qu'on a dans le Médecin de famille canadien. Ce qu'on milite, c'est que ça soit plutôt qu'on regarde combien de femmes ont eu une discussion partagée, combien de personnes ont eu de l'information nécessaire pour prendre une décision. On a besoin de code. On a besoin de code à la RAMQ pour dire on a discuté, on a fait du shared decision making ou du information sharing. Oui, c'est ça. Fait que à petite échelle, on peut s'organiser, mais si on veut avoir des données à large échelle, effectivement, il faudrait des changements dans la façon dont nos données sont codifiées, effectivement. Puis je dirais juste une autre chose. Tu sais, quand on parle de décision partagée, moi, je suis une fervente de la décision partagée, mais c'est pas tout. Hein? C'est pas dans tous les cas qu'on a besoin d'une décision partagée. Puis je dirais que pour la prescription judicieuse des antibiotiques, on n'a probablement pas besoin de décision partagée. Parce que si, par exemple, tu viens me voir avec, je sais pas moi, une sinusite, avec des symptômes de sinusite plutôt qui durent depuis quelques jours, bien, il n'y a pas de décision à avoir. Hein, tu n'auras probablement pas des antibiotiques. Donc, c'est plus une discussion d'information, hein, avec des faits encore, hein, avec de l'écoute, mais ce n'est pas une réelle décision partagée parce que pour qu'il y ait une décision partagée, il faut qu'il y ait une décision à prendre. Oui, c'est important ce point parce que la décision partagée, c'est lorsque, justement, il y a ce qu'on appelle equipoise.
au niveau des évidences, c'est-à-dire, on ne le sait pas. Le cas de la mammographie, c'est parfait. Le dépistage du cancer du sein, c'est un peu... est-ce que c'est vraiment bénéfique ou pas? Bien, c'est pas clair, puis ça dépend de la valeur de la femme. Alors là, oui, il y a une décision partagée à faire. Mais lorsqu'il s'agit d'antibiotiques, lors d'un sinusite, il n'y a pas de décision à faire. La décision, c'est on ne prescrit pas d'antibiotiques. Elle est faite, la décision. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas informer le patient. Puis comme on disait au tout début, s'informer de quelles sont ses croyances sous-jacentes, puis c'est pourquoi il venait consulter, en fait. Pourquoi? Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous puis de nous éclairer sur c'est quoi choisir avec soin, c'est quoi les discussions, comment on peut discuter avec nos patients de choses très importantes et prendre peut-être 1 minute, même pas de plus pour donner des super soins à nos patients. Bien, je vous remercie énormément de l'invitation et puis au plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Merci au campus Outaouais de la Faculté de médecine de McGill. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca. D'ici là, prenez soin de vous.